je représente la maison d'édition Le Ver à Soie, qui a été fondée en mars 2011, donc vous voyez, c'est tout jeune. Et parmi les livres au catalogue aujourd'hui, une nouvelle collection que Galia Ackerman et moi-même avons décidé d'appeler Tamizdat, en référence bien sûr au Tamizdat soviétique. Et Galia, je pense que tu en diras plus que moi sur cette question. Je dirais, voilà, quand tu auras terminé. Simplement pour dire effectivement que cette maison d'édition, son thème principal, sa ligne éditoriale est véritablement organisée autour des thèmes de l'exil, des expériences de l'exil, du sentiment de l'exil. Et il me semble que le Tamizdat est représentatif, en tout cas emblématique, d'une façon de gérer, on va dire, l'exil. Et ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est aussi le fait que par rapport à d'autres types d'exil, celui-ci, le Tamizdat, cette idée-là nous rapproche de celle de dissidence, ce qui est une chose assez singulière. Et je pense aussi que ça permet de marquer et de souligner que la Russie, historiquement, a été un des États les plus pourvoyeurs d'exil en Europe et que ça continue. Et donc il me semble qu'il y a une pertinence aujourd'hui effectivement à monter cette collection, à l'imaginer en tout cas dans le cadre d'une maison d'édition qui travaille justement sur les questions d'exil ou d'expérience exilique. Alors Alain Besançon qui a fait un immense cadeau à cette maison d'édition en lui offrant le texte de Sainte-Russie que Galia Ackerman a donc traduit en russe sous la rédaction de Vladimir Berelovitch. C'est un grand texte, j'en suis vraiment très fière et très honorée. Donc on laissera la parole aussi à Monsieur Besançon pour présenter son ouvrage. Et Monsieur Berelovitch donc va animer cette discussion. Je laisse maintenant la parole à Galia Ackerman pour qu'elle rebondisse justement peut-être sur l'idée de Tamizdat, avec l'histoire du Tamizdat, qu'elle possède bien mieux que moi. Et donc elle vous explique un petit peu aussi le contexte de cette fondation et ce qui la motive, elle. Moi aussi bien qu'un certain nombre d'amis, dont des personnes ici présentes, considèrent que c'est un texte très important. Tout simplement parce que ça retrace sous un angle très particulier l'histoire de la Russie à partir de la Byzance, à partir des conceptions de l'orthodoxie byzantine et ensuite russe, et se termine sur Limonov de Carrère, mais ça explore aussi l'idée de ce qu'est un régime communiste, quels sont ses liens avec la Russie d'avant et la Russie d'après. Et enfin, ça parle aussi des passions françaises, c'est-à-dire pourquoi la Russie excite tellement les Français en bien ou en mal, pourquoi au lieu d'une analyse tranquille et objective, on se lance dans des pour et contre, pourquoi il y a encore une fois cette relation totalement passionnelle. Et donc Alain s'est adressé à moi d'abord pour chercher un traducteur. Je n'étais absolument pas prévue comme traductrice de cet ouvrage, mais il s'est trouvé que plusieurs traducteurs que j'ai contactés en Russie ont refusé ce travail, bien qu'Alain était prêt à payer la traduction, je le dis honnêtement. Et je pense qu'une des raisons, c'était les raisons tout simplement que non seulement que le texte est difficile, mais aussi que c'est un texte qui met un peu en mal disons, l'hiérarchie de l'Église orthodoxe aujourd'hui et certaines thèses même plus profondes de la religion orthodoxe et son influence sur le cours de l'histoire russe. Et donc, les gens m'ont dit sous divers prétextes, non. Pareil, j'ai essayé de trouver un éditeur en Russie
Et c'était aussi, on a dit, oui, mais vous comprenez, même si on le publie, ensuite, il n'y aura pas de diffuseur. Parce que, comme vous savez, bon, maintenant, avec la loi sur l'offense des sentiments des croyants, n'importe quel livre qui soit critique peut tomber sous la coupe de cette loi. C'est totalement aléatoire. Ça peut se passer comme ça peut ne pas se passer, bien sûr. Et donc, on m'a dit non, même si quelqu'un le publie, les librairies préféreront ne pas le prendre. C'est un sujet trop controversé. Et ce qui se passe en Russie actuellement, c'est qu'on essaie de ne pas faire de vagues. Pour divers sujets. Je vous cite un autre exemple, je ne vais pas être trop longue, mais par exemple, on a ouvert un musée juif à Moscou. Et donc, il y a, dans ce musée juif, il y a beaucoup d'objets qui retracent la participation des Juifs à la Seconde Guerre mondiale. Il y a une salle avec un char grandeur nature parce que le directeur de l'usine qui faisait les chars T-34 était un juif. Mais il y a très peu de place, littéralement quelques lignes à peine, sur le sujet de l'antisémitisme, de la persécution des Juifs sous Staline, parce que on veut un consensus, on veut du calme. Et donc, cela veut dire que certaines idées ont du mal à circuler sans qu'il y ait une censure officiellement, mais il y a très certainement, et ça j'en ai vu le résultat, il y a une autocensure. Maintenant, si nous parlons, et donc finalement, voilà, c'est comme ça qu'est née cette idée, c'est comme ça que je me suis adressée à Virginie en disant, mais allez, on va publier ce livre ici. Il y a des millions de Russes qui vivent aujourd'hui à l'étranger, il y a des gens qui vont l'acheter ici, pour justement surmonter cette plutôt autocensure que censure pour ce qui concerne la Russie. Mais il faut dire que l'espace post-soviétique, l'ex-Union soviétique, c'est aussi un territoire où plusieurs pays ont des régimes carrément dictatoriaux. Le Kazakhstan et toute l'Asie centrale, à une faible exception du Kyrgyzstan. Ça ne fonctionne pas bien du tout aujourd'hui en Géorgie, qui fait carrément la lustration physique, c'est-à-dire que les gens qui ont occupé des postes quelconques sont tous licenciés, etc. C'est assez catastrophique d'ailleurs. Il y a la Biélorussie, qui est un pays clairement dictatorial. Et donc nous pensons que nous allons contribuer à notre modeste mesure, parce que c'est une petite maison d'édition avec des moyens de bord, mais nous espérons que nous allons pouvoir, encore une fois, contribuer à la liberté de la parole dans l'espace post-soviétique et dans l'échange qui existe entre l'espace post-soviétique et une grande diaspora russe et russophone en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Israël, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je passe la parole à Vladimir et à Alain. Ce livre n'est nullement contre la Russie, il n'y a aucune colère contre la Russie dans ce livre, à mon avis du moins. Par contre, il y a une énorme colère contre le peuple français. Et c'est là, c'est au fond la chose qui m'a animé, c'est l'irritation devant le côté gogo, le côté bête, tout simplement, de ce peuple qu'on dit intelligent quand il s'agit de la Russie. Si vous êtes abonné au Figaro, vous avez reçu à votre porte le numéro spécial qui s'intitule du Figaro magazine, qui s'intitule Magique Russie. Magique Russie. Alors c'est merveilleux à l'intérieur. Il y a sous la plume de Boihu une visite absolument lyrique de l'ambassade de la résidence russe ou soviétique, enfin rue de Grenelle, oui, où on voit d'ailleurs des photos d'un hôtel du 18e tout à fait bénal, mais enfin qui est magnifié parce que c'est bon, bref. Mais avant de passer à la vraie discussion, je voudrais
commencer par des remerciements, parce que ce livre tout petit a été quand même parrainé de façon extraordinaire, avec un dévouement, une gentillesse, une bonté, un désintéressement merveilleux, de la part de ce minibus que nous représentons ici, qui ne s'enrichit pas beaucoup, mais dont personne ne descend pour l'instant. C'est ça que je trouve merveilleux. Alors, j'ai écrit ce livre donc dans l'esprit que je vous dis, enfin, plutôt de colère contre la sottise, les illusions françaises, et pas contre la Russie. J'ai essayé de montrer comme de façon assez banale ce qu'elle est, tout simplement, et comment elle a été comprise depuis par un certain nombre de gens, mais comprise par beaucoup plus d'autres. Alors, ayant écrit ça, j'ai eu la prudence de montrer ça à mon ami Vladimir Berelovitch, qui, je pensais qu'il me dirait, bon, mais ça dans le tiroir, c'est très gentil, mais... Et puis il m'a dit, non, il faut le finir, il faut le publier, etc. Ça, c'est lui qui a donné l'impulsion. Donc si le livre existe, ça commence à Vladimir Berelovitch. Ensuite, j'ai trouvé un merveilleux traducteur, un couple de traducteurs, avec Georgi Mamoulia et François Stom, qui ont donné une première version. Alors je ne suis pas capable, mon russe étant, a été meilleur, enfin a été bon même à un moment, mais comme disait le prince de Ligne, qui ne voulait plus visiter la France, l'humeur, l'honneur et l'horreur m'ont éloigné petit à petit de la langue russe. Et c'est une bêtise de ma part, il faudra un jour que je m'y remette si j'ai encore la force. Donc, Georgi et François ont donné une première version, très bonne, je pense, enfin je suppose, en tout cas au meilleur de leur bonne foi, et Virginie, qui a voulu, bien entendu, voir si cette traduction était correcte. Et alors là, ça s'est passé en dehors de moi, mais elle a trouvé qu'il fallait une sérieuse toilette. Et cette toilette, qui était pratiquement une retraduction, puisque c'est sur le livre que c'est traduit par Galia, avec le concours de Berelovitch-Chankov, Vladimir, donc j'ai encore une double reconnaissance pour eux. Donc jamais j'ai eu des marraines et des parrains aussi attentifs sur un petit livre auquel je tiens, parce que j'espère que quand même il y a beaucoup de choses dedans quand même pour ceux qui savent lire. Je pense qu'il y a quand même de quoi commencer à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Bon, écoutez, on va laisser ça à la discussion, mais enfin, il y a le peuple russe, que, bien entendu, personne ne songe à attaquer, surtout pas moi. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'il ne se soit jamais débarrassé de ce rêve de gloire avec lequel on le conduit par le bout du nez, et qui le fait accepter des souffrances inouïes, avec, il est vrai, un esprit de record, comme disait Chédrine, chez nous c'est mieux parce qu'on a souffert davantage, qui l'a conduit donc à vivre dans une espèce sous un régime de mensonge. Et j'ai essayé de distinguer deux sortes de mensonges, un mensonge très traditionnel, le mensonge russe qui consiste à dire nous sommes grands, ça c'est une vérité. Mais nous sommes civilisés, ça n'a pas toujours été. Mais ils ont commencé à vouloir être civilisés quand même. Catherine a fait un gros effort, le 19e siècle a fait de grandes choses. Bon. Mais après ça, on est arrivé à une deuxième sorte de mensonge beaucoup plus grave. C'est ce que j'appelle le mensonge ontologique, dans lequel on croit qu'on parle de la même réalité, on parle d'une autre. Et là, je me réfère à ce que j'ai toujours soutenu, et en particulier, et ce qui a été repris avec énormément de pénétration et de force par François Stom dans un livre qui s'appelle La langue de bois, dans lequel elle développe cette idée du mensonge que j'appelle ontologique, parce qu'il se réfère à deux réalités. Si vous voulez bien, un ministre français revient de Russie, et il a dit « J'ai vu mon homologue
ministre de la je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'homologue, c'est pas un ministre. Un journaliste va en Russie, j'ai vu mes amis journalistes en Russie. Ben, ce ne sont pas des journalistes, c'est autre chose que des journalistes. Et voilà, et c'est en ça qu'il y a un mensonge qui est particulier et il est difficile à pénétrer. Et pourtant, quand on a pénétré, on a compris toute la Russie, ça suffit. J'ai passé 3 ans de ma vie en Amérique et je ne comprends toujours pas, parce que l'Amérique est un pays très compliqué, très difficile, très extrêmement divers, on ne sait pas le tout avant, c'est très difficile. La Russie, c'est simple, mais il faut avoir compris il y a un truc à avoir à comprendre. Et quand on a compris justement cette histoire de mensonges ontologiques et de mensonges logiques, eh bien je crois qu'on a fait un très grand progrès dans l'histoire de la Russie. Il y a un autre aspect de mon livre auquel je tiens beaucoup, c'est le rapport avec la religion. Vous savez que Max Weber, génial sociologue allemand, du début du XXe siècle, puisqu'il est mort, je crois, il n'est pas mort de la grippe espagnole. Je crois bien qu'il est mort de la grippe espagnole. Enfin, il était génial et il a énormément... Il était luthérien d'origine, mais incroyant, mais il a compris que la religion était un rapport avec le monde très particulier, qui infiltrait le comportement des hommes, et qu'on ne pouvait rien comprendre, ni à la littérature, ni à l'art, ni à la politique d'un pays considéré, si on ne comprenait pas sa religion. Alors, là, j'ai sur les traces de l'illustre Max Weber, qui m'a toujours impressionné, que j'ai toujours lu depuis petit. J'ai toujours mis beaucoup de religion et beaucoup de théologie dans mes livres, parce que Max Weber avait compris aussi que la religion, ce n'était pas une affaire uniquement de sensibilité, comme on dit, de mentalité, mais que ça s'appuyait sur des raisonnements, sur des bases, en tout cas un discours rationnel sur Dieu, c'est la définition de la théologie, un discours rationnel sur Dieu, qu'il fallait comprendre si on voulait comprendre la religion. Hein. Et alors dans le cas de la Russie, le discours rationnel sur Dieu a été formé en dehors de la Russie par Byzance. Et j'ai essayé de montrer ce qui a infléchi une foi qui est commune aux catholiques et aux orthodoxes, parce que les orthodoxes ne reconnaissent pas l'orthodoxie de la foi catholique, mais les catholiques reconnaissent pleinement l'orthodoxie de la foi orthodoxe. Mais enfin, la différence d'accent est extrêmement forte, et surtout dans un pays comme la Russie, elle va subir une déformation ou un changement d'image sur laquelle il est très important de mettre le doigt. Parce que quand même, la religion orthodoxe est une religion des Byzances, est une religion d'orientation mystique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'enseignement du chrétien qui compte, ni même sa moralité, mais son rapport avec Dieu tel qu'il peut être obtenu par une sorte d'extase intérieure, ou un état d'âme particulier, selon comme vous voudrez. La bêtise des Français qui prennent la Russie tantôt comme un pays conservateur. Actuellement, la droite française devient pro-russe. Elle devient pro-russe parce qu'on condamne l'homosexualité, on condamne les fémènes qui montrent leurs seins, etc. Enfin, tout ça, c'est très mal. Et la droite française trouve ça très bien qu'on condamne ça, qu'on réprime, etc. Et puis, elle n'aime pas l'Amérique, la droite française, donc elle aime la Russie. C'est l'alliance de revers. Bon. Mais là aussi, mais la gauche aussi a longtemps été en France pro-russe parce que c'est un pays qui se développait selon la raison. Et puis qui se développait. Alors là, c'était le grand thème français qui se développait à la suite de la Révolution française, ce qui faisait plaisir au nationalisme français, puisque le nationalisme français était quand même très axé sur la Révolution, en tout cas une partie de l'opinion française, sur la Révolution française comme un commencement absolu. Et bien la Russie continuait ce commencement absolu en faisant le bolchevisme. Ça a été la base de la gauche pro-soviétique pendant 50 ans et du Parti communiste français qui vivait en esprit en Russie, qui était patriote étranger, comme disait le grand Guy Mollet,
mais qui se croyait patriote français dans la mesure où c'était la Révolution française continue. Bon, et puis l'establishment français était respectueux de la Russie, croyait au plan quinquennaux, à Sciences Po, on ne disait pas de mal de la Russie, on croyait au plan, au développement, etc. Et même mon maître Raymond Aron, qui était quand même un homme merveilleux, m'a dit, oui, votre brochure, vous exagérez, vous avez du sens de l'humour. Non, c'est pas vrai, la Russie se développe, elle se développe pas de façon sympathique, mais elle se développe très fort quand même. Je crois qu'il est temps de rendre la parole à ceux qui vont me critiquer. Vladimir. Je ne vais pas critiquer, je vais peut-être dire juste quelques mots pour lancer la discussion, sachant que peut-être une partie du public n'a pas lu le livre, en russe probablement pas, puisqu'il vient juste de sortir, en français il aurait pu, mais il a été exposé par Alain. Je voudrais dire juste quelques mots, peut-être revenir sur certains thèmes qui ont été énoncés. D'abord, je voudrais simplement, à titre personnel, confirmer ce qu'a dit Galia Kerman, puisque moi aussi j'avais essayé, mais à bien moindre échelle, j'ai contacté des amis en Russie et je leur ai parlé de ce livre et ils m'ont dit, mais non, ce n'est pas publiable en Russie, tout simplement. Ce n'est pas publiable parce que ce livre aurait été reçu comme un livre violemment russophobe. Pardon. Ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas, je le confirme, mais c'est ainsi qu'il aurait été perçu par au moins une grande partie de l'opinion, de l'establishment intellectuel, etc. Alors, du coup, je me suis posé la question pourquoi. J'étais très heureux de cette initiative et je trouve très heureuse aussi l'expression tamizdat, puisque ça veut dire très textuellement ce qu'on ne peut pas publier en Russie. C'est ça que ça voulait dire avant. Il y avait le samizdat, donc publié ailleurs. Alors pourquoi ? Parce que, bien évidemment, d'autres livres d'Alain Besançon sur Lénine, le Tsarevitch Immolé certainement, bien d'autres livres, je pense tous les livres pratiquement, pouvaient, et d'ailleurs ont été, pour certains, traduits en Russie. Mais c'était une autre époque, Vladimir. C'était une autre époque. C'était il y a plus de 10 ans. Oui, c'était il y a plus de 10 ans. C'est vrai aussi que les temps changent. Ça a été traduit par une amie de Michael Ayer, qui s'appelait Madame Zelenko. Quelque chose comme ça. Yelenko. Zelenko. Et elle a tout traduit. Et puis je pense que la boîte a dû disparaître, ainsi que Madame Zelenko elle-même. Oui, je ne sais pas s'il est en vie, mais en tout cas, on n'entend pas parler depuis 10 ans. Enfin, toujours était une dame âgée. Toujours est-il que, probablement, en effet, parmi les livres écrits par Alain Besançon, c'est l'un des moins publiables en Russie, entre autres à cause de son titre. La Sainte Russie est une expression qui, si vous allez sur yandex.ru, enfin l'équivalent de Google, vous trouvez, collé évidemment, pas, sans mots séparés, c'est-à-dire l'expression elle-même. Alors l'interrogation date d'à peu près il y a 1 an, 1,5 million de fois. Et parmi ce 1,5 million, en russe, parmi ce 1,5 million, vous trouvez énormément de titres, de sous-titres, d'articles, d'organisations, de sites, Sainte Russie, et même des slogans brandis par des manifestants. Ça, c'est déjà vu justement à propos des jeunes filles, comment s'appellent-elles, pardon, celles qui ont été condamnées. Comment Non, pas les Femen. Les Pussy Riot, par exemple. Alors donc, c'est une expression qui est très ancienne, qui a eu des vicissitudes très fortes et qui a été reprise en Occident. Alors ça me ramène d'ailleurs au livre, c'est que, en règle générale, c'est certainement le plus en France que l'expression a eu du succès, me semble-t-il, du moins au XIXe siècle, bien qu'il y ait l'équivalent en allemand, en anglais, dans d'autres langues. Mais en français, ça a été particulièrement repris, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Gustave Doré a écrit une sorte de pamphlet sous forme de caricature qui s'intitule Sainte Russie. C'est un pamphlet. Oui. Les caricatures ne sont pas forcément toujours très bonnes ni très justes, mais en tout cas, c'est un pamphlet de Gustave Doré. Regardez donc. C'était l'époque anti-russe de la France. C'était l'époque courte. Qui a été l'époque de Marx, justement, de Custine, de Michelet. Après ça, avant on était pro-russe, et après on est devenu pro-russe. Voilà. La France a été sans doute, curieusement, particulièrement sensible en bien ou en mal à cette auto-expression ou auto-définition de la Russie comme Sainte Russie. Rappelez-vous la phrase de Michelet. Aujourd'hui, ils disent « nous sommes le christianisme ».
Demain, ils diront nous sommes le socialisme. Et maintenant, ils redisent nous sommes la chrétienne. Maintenant, ils redisent, voilà. Et donc, c'est un point particulièrement fort. Alors, donc, je crois que personnellement, j'ai été très sensible à ce livre pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un peu la somme de ce que tu as fait en ce qui concerne la Russie. Donc on retrouve là-dedans des thèmes, non, je n'ai pas dit ça, on retrouve des thèmes qu'on trouve dès le Tsarevitch Chimiolé, dans les origines intellectuelles du lénisme, dans toute une série d'ouvrages qui sont rassemblés ici. Mais il n'y a pas que ça, parce que ce n'est pas un résumé, il y a un sommaire, il y a que ce livre s'attaque de façon frontale, donc très courageusement, à un problème majeur que tout le monde s'est plus ou moins posé à propos de la Russie, mais que personne n'a pu traiter, soit en le contournant ou en y faisant allusion, soit en essayant de l'aborder, mais mal, parce qu'on n'y arrivait pas. Je pense à l'ouvrage de Billington, par exemple. Ah oui, bon, c'est complètement raté. C'est raté. Et ce problème, c'est, comme tu l'as dit, l'influence de la religion sur l'histoire. Alors, l'une des grandes qualités du livre, ce que d'autres pourraient critiquer, mais il me semble que c'est une qualité, c'est que tu parles de la religion à la fois en historien et en théologien, ce que d'habitude on ne mélange pas, ou du moins très rarement. En tout cas, aujourd'hui, on ne mélange pas ça, on ne mélange pas les genres. Or, ce livre aborde les deux aspects à la fois. Et donc, il y a un point de vue historique sur le rôle de la religion et sur la religion, et il y a un point de vue théologique. Alors, je laisse apprécier ensuite les développements. Je pense que cette problématique, c'est-à-dire cette façon de lier religion et histoire, c'est quelque chose qui n'a pas disparu aujourd'hui, bien entendu, qui était sans doute particulièrement fort à la fin du 19e, au début du 20e siècle, chez certains savants, en général athées, mais qui ont réalisé l'importance de la chose. Je pense par exemple à Fustel de Coulanges, par exemple, sur la cité antique. Le roi Beaulieu. Le roi Beaulieu, certainement. Le roi Beaulieu, qui est un grand esprit, un des rares catholiques, libéraux, vraiment, et qui a fait un livre en 3 volumes sur la Russie, vers 1890, qui est, à mon avis, le meilleur livre, peut-être, qu'on ait jamais écrit sur la Russie, dont un tome entier concerne la religion. Un des 3 tomes concerne la religion. Lui, il a bien vu que c'était important. Même Miloukov d'ailleurs, sur des essais. Lui, c'est pas très très bon, mais il y a un volume entier qui s'appelle L'Église et l'école. Sur les essais de la culture russe. Bah, c'est pas si mal. Mais en tout cas, je veux dire que c'était une sensibilité qui était assez forte à l'époque. Elle a plus ou moins disparu, d'abord parce que les gens ne connaissent plus rien à la religion, ou en ont peur de s'attaquer à cette question-là. Les historiens, souvent, en ont peur aussi. Et pour la Russie particulièrement, parce qu'on a l'impression de marcher sur des œufs. Alors, je pense que c'est pour ces raisons que ce livre était particulièrement difficile à publier en Russie, et c'est l'une des raisons qui, pour moi, sont les plus importantes pour lesquelles il fallait vraiment le publier, et justement en russe, mais pas seulement en français. Parce que le regard extérieur sur la religion est quelque chose qui, en Russie, aujourd'hui, devient de moins en moins possible. Si paradoxal que ça puisse paraître, après 70 ans ou plus d'athéisme militant, comme on disait à l'époque soviétique. Alors, les questions qu'on peut poser, c'est certainement autour de ce thème. Les deux autres, ils ont déjà été énoncés, c'est le régime communiste. Alors, j'ai envie de poser... Et le troisième, c'est, disons, l'aveuglement, la cécité, la fascination, appelons tout ça comme on veut, de l'opinion française face à la Russie. Ces alternances de russophobie, de russophilie, ou soviétophilie, soviétophobie, et qu'est-ce que veut dire ce grand balancier qu'on peut observer dans l'Europe occidentale, particulièrement sous l'époque de Nicolas Ier, par exemple, mais jamais avec une telle amplitude, je crois, comme en France, puisqu'on touche à chaque fois les extrêmes. Et alors le troisième aspect, oui, c'est ce troisième aspect. Alors la question que je voudrais poser, c'est finalement, quel est le lien entre ces 3 dominantes du livre? C'est-à-dire, finalement, ce qu'on a souvent dit, que le communisme était une religion séculaire, que le régime communiste est un régime de type théocratique inversé. Il y a eu énormément de formules de ce genre, plus ou moins heureuses, parfois pénétrantes, parfois superficielles ou peu pertinentes. Qu'est-ce que tu en fais? Effectivement, nulle part ailleurs où on a cette concaténation très intime entre tout ce qui est la façon dont les femmes mettent leur fichu, la barbe du moujik, ses chaussures de tille, et une image
mystique, une image grandiose de la Russie. Ça n'existe que là. Là, justement, j'ai voulu visiter, parce que je suis arrivé un peu en avance, je suis entré dans le Panthéon. Splendide monument, mais malheureusement saboté à un point, avec à la place de l'hôtel un monument à la Convention nationale qui est... Enfin, il y a des très belles peintures dans le Panthéon. Mais je pensais que c'est un temple franc-maçon, et c'est un temple comtiste. Comte pensait qu'il fallait une religion pour toute société, et aux grands hommes, c'est la religion de l'humanité, et aux grands hommes la patrie reconnaissante, c'est un temple vraiment dans la ligne d'Auguste Comte. Et vous savez qu'Auguste Comte, pour qui j'ai la plus profonde admiration, a été la nourriture spirituelle de la République française. Ferry, qui est un très grand ministre et très bénéfique, était profondément imprégné d'Auguste Comte par l'intermédiaire de son disciple littré, qui avait un peu coupaillé ce qu'il y avait d'exagéré chez Auguste Comte. Mais l'idée qui m'est venue sur la place du Panthéon, c'est que qu'est-ce que veut dire saint dans la Bible? Ça veut dire séparé, ça veut dire à part, hein? Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit mis absolument à part de tout. Eh bien, la Russie, en se disant sainte, au fond, c'était déjà un programme de séparation. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Je pense que c'est... Bon, il a été plus ou moins montré que je pense dès le Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le XVIe siècle où on voit réellement l'idée que la Russie, le christianisme, la chrétienté ne font qu'un, c'est-à-dire que c'est la même chose, et que les frontières de la chrétienté, ce sont les frontières de la Russie. C'est une idée qui monte au XVIe siècle. L'idée de Troisième Rome, on l'a beaucoup exagéré, c'est pas exactement ça. C'est vraiment, surtout depuis l'époque d'Ivan le Terrible, que cette idée commence à triompher. Eh bien, dès le Moyen-Âge, quand même, semble-t-il, le caractère interchangeable des mots chrétien, orthodoxe, enfin je l'ai dit en français, et russe, paraît totalement démontré. C'est-à-dire que, par exemple, un grec habitant en Russie est appelé russe. Pourquoi? Pas parce qu'il a appris le russe, et pas parce qu'il est devenu sujet du tsar ou du grand prince, mais tout simplement parce qu'il est grec et orthodoxe. Ça veut dire la même chose. C'est amusant. Ce sont des synonymes. Donc je crois que c'est un pli, enfin une sorte de configuration qui est là, qui ensuite s'enfuit, qu'on ne voit pas tellement affleurer au XVIIIe siècle. Au contraire, réprimé au XVIIIe siècle. Oui. Pierre le Grand a réprimé ça. C'est plutôt réprimé. C'est sorti à la fin du XIXe. Il y a un désir d'universalité, de sortir. Enfin, il y a des tas de choses qui jouent. Ici, tout un mouvement de sécularisation. Oui. Il faut que tout cela, plus ou moins... c'est exactement comme un grenier qu'on vide. C'est à peu près ça, ou une cave. C'est-à-dire, il y a tout un bric-à-brac qu'on jette, et y compris cette idée de simplicité. Comme à la cave, mais qu'on garde, qu'on garde quand même dans un coin, parce que quand même l'Église orthodoxe n'a pas été touchée. Oui. Hein? Oui, mais enfin, c'était un appareil ecclésiastique, on n'allait pas bazarder ça, c'était les seuls qui savaient lire aussi. Donc quand même. Et ensuite, c'est ça le plus étrange, et ce que semble, à mon avis, démontrer ton livre, c'est que la matrice réapparaît. Elle n'est pas morte. Elle continue à produire. En passant, le mot paysan en France, ça veut dire païen. Hein, et justement, parce que le christianisme s'était répandu dans le haut Moyen-Âge, dans les villes, et les paysans étaient restés des païens, quoi. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Parce qu'on ne christianise pas comme ça. Alors que paysan en Russie, ça se dit christianine. Hein. Ça veut dire chrétien. Ça veut dire chrétien, ce qu'il n'est pas. Il n'est pas plus que le paysan français, probablement. Encore moins, parce qu'il n'a jamais eu de catéchisme et jamais eu de sermon. Mais il tient au rite, il tient à ça, et il est considéré comme chrétien. À propos de cet attachement énorme à tout ce qui est séparateur, je lisais dans une revue orthodoxe qui s'appelle Contact. Hein, c'est bien Contact. Une revue orthodoxe à propos de la... Monique, c'est bien ça, hein? Oui. À propos de
l'adoption du calendrier grégorien. Vous savez que la Russie n'a jamais accepté le calendrier grégorien, elle a resté au calendrier julien avec un retard variable de 12 ou 13 jours sur le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien est meilleur, le calendrier julien est moins bon, et même les Anglais, avec beaucoup de retard, ont adopté le calendrier grégorien. Ils ont mis 8 ans, je crois qu'il a fallu attendre le 18e. Enfin, ils l'ont adopté pour des raisons pratiques. Alors, il y avait une discussion en Russie sur faut-il adopter le calendrier juillet. Mais jamais. Ça fait partie absolument des traditions nationales de la Russie et c'est très intéressant, ça risquerait de faire un schisme. Exactement comme le signe de croix à 2 doigts ou à 3 doigts. Qui a fait des milliers et des milliers de victimes dans cette église qui ne connaît que l'amour, mais enfin quand même, qui s'est quand même brûlée, pas la seule. Eh bien, l'adoption du calendrier grégorien, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas dans un avenir prévisible. Ça fait partie maintenant des choses saintes. Les choses saintes, c'est pas la Russie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous.